va évoquer dans cette vidéo le régime de la limitation de la déductibilité fiscale des charges financières. On dit parfois que ce régime est l'un des plus complexes en matière fiscale et c'est probablement vrai, notamment dans la mesure où il a été construit par étapes successives, de sorte qu'on assiste aujourd'hui à un empilage de règles à tel point que les fiscalistes, quand ils évoquent ce dispositif, parlent parfois du millefeuille fiscal. Alors, ce dispositif a été modifié dans le cadre de la dernière loi de finances, la loi de finances pour 2019, avec une entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Donc très concrètement, ça signifie qu'il va trouver à s'appliquer pour la première fois, dans quelques mois, pour les exercices qui vont clôturer au 31 décembre 2019. Si on reprend l'image du millefeuille fiscal, on peut dire que la réforme a consisté à supprimer 2 couches du millefeuille et à en modifier une troisième. Je m'explique. Dans le cadre de l'ancienne réglementation, on avait une première limite qui était le taux maximal de déductibilité. C'est-à-dire que les intérêts ne sont déductibles que dans la limite d'un taux, le taux fiscal communiqué chaque année par l'administration, voire un taux supérieur, le taux de marché, dans certaines situations, c'est-à-dire le taux que l'entreprise aurait pu obtenir auprès d'un établissement de crédit pour un financement similaire. À cette première limite venait s'appliquer le mécanisme dit anti-hybride, c'est-à-dire qu'un débiteur ne peut déduire les intérêts que s'il démontre que le créancier est imposé sur ces mêmes sommes à hauteur de 25% de l'impôt qu'il aurait payé en France. On avait ensuite les règles anti-sous-capitalisation, qui consiste à limiter la déductibilité lorsque le poids de la dette de la société est disproportionné par rapport à ses fonds propres. Une quatrième limite, à savoir le rabot, qui, en présence de charges financières nettes supérieures à 3 millions d'euros, prévoyait que celle-ci devait être réintégrée à hauteur de 25%. Le mécanisme Charras, qui interdit la déductibilité des intérêts en présence de vente à soi-même au sein de l'intégration. Et enfin, le mécanisme Carrez, qui, en présence d'acquisition de sociétés françaises par des groupes étrangers, prévoit que les charges financières supportées par le véhicule de rachat ne sont pas déductibles si on n'est pas à même de démontrer que les décisions de gestion et de contrôle se rapportant à la cible sont bien prises en France. Donc, dans le cadre du nouveau dispositif, le dispositif du rabot et le dispositif du Carrez sont supprimés. Et les règles anti-sous-capitalisation sont pour leur part aménagées. Donc finalement, c'est cet aménagement des règles anti-sous-capitalisation qui constitue le cœur de la réforme et sur lesquels il convient de s'attarder. Donc dans le nouveau dispositif, le montant des charges financières nettes déductibles est plafonné à 3 millions d'euros ou 30% de l'EBITDA fiscal, pas comptable, si ce montant est supérieur. Ça c'est le principe, le plafond de droit commun. Ce plafond est susceptible d'être modulé soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, tout d'abord à la hausse, pour les sociétés qui sont membres d'un groupe consolidé, ces sociétés, si elles démontrent que leur ratio d'autonomie financière, c'est-à-dire leurs fonds propres sur l'ensemble de leurs actifs, est supérieur à celui du groupe consolidé auquel elles appartiennent, dans ce cas, elles peuvent se prévaloir d'une clause de sauvegarde et ça leur ouvre droit à une déduction complémentaire de 75% des charges financières qui n'avaient pas été admises en déduction en application du plafond de droit commun. Il y a également des évolutions, des modulations à la baisse, en particulier précisément en présence de sociétés sous-capitalisées, c'est-à-dire lorsque la dette vis-à-vis des entreprises liées excède 1,5 fois les fonds propres de la société. Dans ce cas, les plafonds de droit commun de 3 millions et 30% sont ramenés à 1 million ou 10% de l'EBITDA fiscal. Alors, deux précisions quand même sur le cas des sociétés sous-capitalisées. Ces plafonds réduits 1 million ou 10% ne s'appliquent qu'à la dette vis-à-vis des entreprises liées et uniquement à la fraction de cette dette qui excède 1,5 fois les fonds propres. A contrario, la dette vis-à-vis des entreprises non liées ou la dette vis-à-vis des entreprises liées mais dans la limite d'1,5 fois les fonds propres reste concernée par les plafonds de droit commun.
Donc très concrètement, ça veut dire que quand on va se trouver face à une situation de sous-capitalisation, il faudra déterminer deux assiettes de déductibilité, une première assiette avec application des plafonds de droit commun, une deuxième assiette avec application des plafonds de taux réduits. Une deuxième précision pour les sociétés sous-capitalisées, quand bien même une société est sous-capitalisée, elle peut néanmoins récupérer malgré tout les plafonds de droit commun si elle démontre que le groupe consolidé auquel elle appartient est quelque part plus sous-capitalisé qu'elle. Dans ce cas-là, elle n'est pas concernée par les plafonds de 1 million ou 10% de l'EBITDA, mais elle retrouve les plafonds de 3 millions ou 30% de l'EBITDA. Il s'agit là d'une autre évolution significative du nouveau dispositif. Dans l'ancien dispositif, on appliquait les règles de sous-capitalisation au niveau de chacune des sociétés membres de l'intégration, puis dans un second temps, pour la détermination du résultat d'ensemble, on procédait à des ajustements qui permettaient de récupérer une fraction des charges financières non admises en déduction au niveau de chacune des filiales. Désormais, on appliquera les règles de limitation directement au niveau du groupe fiscal. C'est le groupe fiscal qui va constituer l'entité. Donc concrètement, ça signifie que pour le plafond de droit commun, 3 millions ou 30% de l'EBITDA, on devra apprécier ces seuils directement au niveau du groupe et non pas au niveau de chacune des filiales intégrées. De la même manière, si on cherche à bénéficier de la clause de sauvegarde pour avoir une déduction complémentaire de 75% des intérêts, il faudra déterminer que le ratio d'autonomie financière du groupe fiscal est supérieur à celui du groupe consolidé auquel il appartient. Donc dans la mesure où cette information n'existe pas en lecture directe, ça impliquera de procéder à un palier de sous-consolidation au niveau du groupe fiscal intégré. Enfin, pour savoir si on est concerné par les seuils réduits, 1 million ou 10% de l'EBITDA, il faudra examiner si le groupe fiscal est en situation de sous-capitalisation. Si après application de ces différents plafonds, la société doit procéder à une réintégration des charges financières, la nouvelle réglementation prévoit que les charges financières non admises en déduction peuvent être reportées sans limite de délai et sans décote sur les exercices futurs. L'absence de décote est une amélioration par rapport au système antérieur où il y avait une décote de 5% à compter de la deuxième année de report. De la même manière, la nouvelle réglementation permet de reporter sur les 5 exercices à venir les capacités de déduction inemployées. C'est-à-dire que si au titre d'un exercice, les plafonds de droit commun ne sont pas intégralement consommés, il est possible de les reporter sur l'un des 5 exercices suivants pour maximiser les droits à déduction. Donc, si on tente de faire une conclusion, quels sont les gagnants, quels sont les perdants de la réforme? Ce qui est difficile aujourd'hui à dire dans la mesure où on a peu de recul sur le dispositif et dans la mesure où chaque situation est particulière, on peut d'ores et déjà dire que les nouvelles règles ont considérablement durci l'appréciation de la sous-capitalisation. Auparavant, une société était sous-capitalisée lorsqu'elle ne respectait pas 3 ratios cumulatifs. Désormais, la sous-capitalisation s'apprécie uniquement à travers un ratio, le ratio d'endettement. Ça signifie que beaucoup plus de sociétés ou de groupes vont se retrouver dans une situation de sous-capitalisation et donc vont être concernés par les seuils réduits de 1 million ou 10% de l'EBITDA. Et donc seront potentiellement moins bien traités qu'auparavant, d'autant qu'il n'existe pas dans le nouveau dispositif la franchise de 150 000 € qui existait auparavant. Pour les autres sociétés ou groupes, c'est-à-dire les sociétés qui ne sont pas sous-capitalisées ou qui sont moins sous-capitalisées que le groupe consolidé auquel elles appartiennent, dans ce cas, elles relèvent du plafond de droit commun, 3 millions ou 30% de l'EBITDA, et précisément la construction de ce plafond de droit commun, dans la mesure où il ne se réfère pas uniquement à un montant en valeur absolue, mais également à un pourcentage de l'EBITDA, peut, pour les sociétés qui dégagent un EBITDA fort, leur permettre de maximiser leurs droits à déduction par rapport à la situation antérieure où le rabot pouvait mécaniquement venir interdire la déductibilité à hauteur de 25%.